de revenir parce que j'ai jamais, dans ma tête, j'ai jamais stoppé Orlo & Co. Ça a totalement changé ma vie. Aujourd'hui, je vis complètement de tout ça, de choses qui me passionnent aujourd'hui. Totalement faux, puisqu'à gauche c'est une Saint-Martin et à droite c'est une Tudor. Ouais, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment le choc des cultures. Ah, c'est un enfer, c'est un enfer. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité de marque, j'espère que vous l'avez reconnu. On est en compagnie de Paul d'Orlo & Co. Salut Paul. Salut à tout le monde. Bon, comment ça va aujourd'hui? Bah ça va, super, merci pour l'invitation. On voit que j'ai bugué, j'ai plus trop l'habitude de Orlo & Co, d'horlogerie, etc. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. Et j'espère que les gens seront contents, un minimum, de me voir. Peut-être que j'ai manqué à certaines personnes. Donc on va remettre le couvert à Orlo & Co un petit peu aujourd'hui, durant quelques dizaines de minutes en tout cas. Eh bien écoute, ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. D'ailleurs, je vais commencer avec la question classique en horlogerie. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis sur une Tudor 72033, si je me trompe pas. Donc modèle vintage de 97. J'ai la boîte papier, je crois que c'est de 97. Donc c'est un petit peu le... alors certains vont la catégoriser de la Datejust du pauvre. Chacun son avis après tout, mais c'est une montre que j'aime bien. Pour ceux qui avaient l'habitude de regarder mes vidéos vintage, là j'aime bien le mix un petit peu avec les petits logos Rolex qui sont encore dessus à cette époque-là. Mon petit côté bling bling avec les petits diamants sur le dial, etc. Donc franchement j'aime beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Eh bien écoute, moi je porte une Casio MDV 107 puisque je vais faire la review bientôt, donc de couleur Batman. Et puis voilà, c'était pour faire le petit comparatif entre l'ancienne version avec l'espadon et la nouvelle version sans l'espadon. Let's Voilà. go. C'était pas... Alors peut-être que je vais dire n'importe quoi, mais il n'y a pas genre Bill Gates ou un truc comme ça qui portait cette montre? C'est la montre de Bill Gates, exactement. Une montre de beau gosse, montre de gens qui ont de l'argent et qui ne le dépensent pas dans les montres. Ouais, c'est vrai. C'est des débats alternatifs, mais c'est vrai. Ouais. Bah, en tout cas, je vois que tu es toujours intéressé par le vintage, par le doré. Toujours. Ça m'étonne pas. Remettez le doré à la mode. Enfin, quoique, je suis content. J'ai quand même toujours un œil un petit peu sur Insta, sur des créateurs, etc. Et je vois de plus en plus, alors c'est peut-être mon algorithme qui s'est adapté, mais je vois de plus en plus de gens quand même remettre un petit peu ce côté doré à la mode, ce côté un petit peu vintage, avec l'essor aussi de ce style qu'on appelle old money, ou en tout cas l'art sartorial et toutes ces choses-là. Ça revient à la mode. Moi, c'est complètement mon goût, bercé par des films de Scorsese et des choses comme ça. Donc complètement mon goût. Remettons ça à la mode. N'ayons pas peur de ce qui brille un petit peu, ouais. Ok, bah écoute, on va en parler plus tard. C'est des questions que j'allais te poser un peu plus tard, mais merci de me devancer un petit peu là-dessus. Bah, je vais commencer avec le plus simple. C'est quoi qui t'a poussé à commencer ton aventure Orlo & Co? Ouais. Et je vais juste prendre un tout petit peu d'avance en te demandant également, question annexe, ce que tu as ressenti au début quand tu as commencé, tes premiers pas. Ok. Qu'est-ce qui m'a fait lancer l'aventure Orlo & Co? Alors, je vais faire un mini flashback à tout ça. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais déjà dans la création de contenu avant. Donc, j'avais déjà une chaîne YouTube, je créais déjà du contenu, que ce soit sur Insta, TikTok, etc. Et en parallèle, j'étais en études d'ingénieur. Donc, je lançais mes études d'ingénieur. Il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai stoppé mes études d'ingénieur au bout de 2 ans et que je suis parti dans la vidéo parce que je vivais déjà un petit peu de la création de contenu. Mais je suis parti en études de cinéma. Ces études de cinéma, en fait, ça m'a libéré beaucoup de temps parce que j'avais pas cours tous les jours. J'étais dans la même classe que des gens qui étaient en alternance. Donc, j'avais beaucoup plus de temps. Et surtout, ça faisait déjà quelques années que j'étais dans la création de contenu, donc dans un autre univers, une autre niche. Et je commençais à m'ennuyer un petit peu. Je me voyais pas forcément non plus sur du long terme faire cette autre niche. Donc, bizarrement, l'horlogerie, ça m'est pas venu tout de suite. Mais cette réflexion, elle a commencé de par quelle chaîne je pourrais lancer en fait. Ça part de vraiment cette réflexion de j'ai envie de faire autre chose sur les réseaux. Toujours, je kiffe la vidéo, je kiffe raconter des choses, apprendre des choses, que ce soit moi directement ou alors faire apprendre des choses aux gens à travers mes vidéos. Et après réflexion, j'ai eu une sorte, vous savez, les éclairs de génie là qui arrivent quand t'es à deux doigts de t'endormir le soir et tu te dis ah,
mais c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, ça a exactement commencé là-dedans. Je me suis dit, ah ouais, mais attends, j'adore les montres. Alors, il y a plein de choses qui me sont directement venues en tête. C'est j'adore les montres. Je suis pas du tout expert. J'ai pas des montres de fou. Mais j'ai quand même beaucoup envie d'en parler. Donc, let's go. Viens, je me lance en fait. Viens, j'en parle. Et viens, je commence à faire des vidéos dessus. Simplement, c'est parti un petit peu comme ça. Je me suis pas vraiment posé trop de questions. Je savais que j'étais pas dans les clous du mec qui est censé faire des vidéos sur les montres parce que, encore une fois, mes premières vidéos, alors ouais, j'étais intéressé à l'horlogerie depuis des années, mais j'étais encore dans la catégorie néophyte, si je peux dire. J'étais pas encore assez renseigné, on va dire, sur le sujet. Mais je me suis lancé comme ça. Donc en vrai, c'était simplement à la base une envie de parler d'autres choses un petit peu sur les réseaux, de créer autre chose, de créer une nouvelle communauté. J'avais déjà vécu ça. Et potentiellement construire quelque chose de beau, quoi, simplement. Bah écoute, c'est super intéressant. Tu vois, à part la communauté avant, moi je me retrouve beaucoup dans ce que tu racontes. Un petit Mhm. peu la même envie au départ, la petite éclair de génie, les petites idées. Et voilà, c'est super cool de partager ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une petite, je sais pas, un petit enthousiasme supplémentaire, un petit brin de folie quand tu as vu la chaîne dans ses balbutiements au début? Est-ce que ça t'a Mhm. fait quelque chose de spécial? Alors, je vais remettre plein de choses en perspective. Et ta question, en fait, me fait réaliser quelque chose aussi. Quand j'ai lancé la chaîne, déjà, je me suis rendu compte que j'avais énormément de marge de progression, que ce soit purement dans le terme, dans les compétences entre guillemets horlogères. Alors je suis jamais arrivé en disant que j'étais un expert, mais juste un passionné qui avait envie de partager. Mais j'avais plein de compétences à développer là-dedans, et surtout en fait ça m'a appris plein de choses sur l'aspect personnel. Alors ça n'a pas forcément de rapport avec l'horlogerie, mais l'aspect personnel dans le sens parler à une caméra, c'est assez difficile. Structurer des idées, faire attention à tous ces tics de langage, etc. Alors oui, j'étais déjà créateur de contenu, mais du contenu long, j'avais pas l'habitude. Moi, c'était principalement du contenu court. Donc j'ai eu toute cette découverte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a assez rapidement eu quelques milliers de vues sur mes premières vidéos, mais ça m'a pas forcément surpris dès le départ parce que je venais donc d'une chaîne avec déjà pas mal d'abonnés, que je venais du contenu court, donc on a l'habitude, entre guillemets, on normalise le fait de faire des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions de vues. Donc ça m'a pas forcément surpris. Par contre, moi, ce qui m'a réellement touché, je sais pas si c'est le terme, mais ouais, si je pense, c'est les commentaires. En fait, je voyais des gens qui aimaient le contenu, et surtout, je les ai encore en tête, mais les gens qui étaient là à chaque sortie de vidéo, qui mettaient le fameux commentaire à chaque fois, à chaque sortie de vidéo, qui me faisaient le petit retour, etc. C'était plutôt sur ce côté ouais, humain, tu vois, c'était plus que les stats, c'était réellement les commentaires, les gens qui pouvaient m'envoyer des messages, et aussi merci aux grands de l'industrie, entre guillemets, qui sont pas... En fait, c'est pas du tout quelque chose de fermé. Si tu arrives à faire des vidéos et que tu dis pas n'importe quoi, évidemment, et que t'as l'air cool, en tout cas, je sais pas ce que eux se sont dit de moi, mais rapidement, t'as des gens qui vont rentrer en contact avec toi et qui vont te donner de la force, donc franchement, c'était super cool. J'ai adoré ce lancement, ouais. Bah écoute, super. Et encore une fois, je me reconnais dans plein de choses que tu racontes. C'est vrai que c'est une industrie où les gens sont plutôt dans l'entraide. Globalement, les youtubeurs entre eux, ils aiment bien se contacter, ils aiment bien discuter. Moi aussi, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec des gens qui sont très sympas. D'ailleurs, je fais un coucou à Théo de la chaîne Le Calibre qui est super cool. Salut Théo. Big up à Théo. Et ben, c'est super parce que transition toute trouvée, justement. Tu étais un peu en train de parler de ce que j'allais te demander juste après. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur les interactions avec la communauté que tu as pu avoir? Et est-ce que tu as l'impression que ça t'a créé des opportunités dans la vie, au moins des opportunités de rencontre? Ouais, opportunité de rencontre, 100%, 100%, j'ai rencontré des gens. Alors, aujourd'hui, j'ai pas forcément de contact régulier avec des gens que j'ai pu rencontrer là-dedans, mais oui, 100%, j'ai connecté avec des gens, j'ai discuté avec des gens. Après, c'est vrai que de là à dire que ça a changé ma vie, non. Honnêtement, non, je vais pas extrapoler là-dessus. Mais en tout cas, des expériences de ouf et connecter. Ouais, connecter avec des gens. Connecter avec des gens, expérience de ouf. Je pense
une des expériences les plus ouf de ma vie en vrai avec Hamilton, un baptême de l'air avec Nicolas Ivanov. La dernière fois que j'ai parlé de ça, j'ai dit Alban Ivanov, alors que c'est pas les mêmes personnes, mais avec Nicolas Ivanov. Donc ouais, expérience de ouf. Même aller voir Clément à Paris, etc. J'ai rencontré des gens cool en tout cas. Ouais. Bah super. Et d'ailleurs, tu es en train de rencontrer quelqu'un de super cool aujourd'hui, puisque on va connecter. Comment est-ce qu'on va connecter? Comment on va faire de l'humain, hein? Encore une fois, transition toute trouvée. Merci de prendre de l'avance à chaque fois. Écoute, on va faire un petit jeu horloger pour Yes. tester un peu ta culture montre du moment, mais sans te piéger. C'est juste pour t'embêter. Ok, Voilà. ok, ok. Alors, écoute, je prépare J'ai ça un peu et peur. J'ai un peu peur parce que j'aime toujours à fond l'horlogerie, mais je suis plus. Alors peut-être que c'est un mensonge, mais j'accorde plus forcément le temps à développer toutes ces connaissances, etc. Donc tu me fais un peu peur. Tu me fais un peu peur. t'inquiète pas, ça va bien se passer. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, je vois ton écran. Ok, bah alors le premier petit jeu, comme tu peux le lire, on va commencer par chinois ou suisse. Donc là, je vais te montrer deux images. Tu vas me dire quelle montre est chinoise, quelle montre est suisse. Et tu veux pas me piéger à part ça. Et je veux pas te piéger. Ah, Allez, putain. c'est parti. Où est la montre chinoise, où est la montre suisse? Alors je dirais droite chinois et gauche suisse. Alors à droite chinois, à gauche suisse. Qu'est-ce qui te fait penser ça? En fait, j'ai envie de me dire que c'est une Tudor à gauche. En vrai, je me base beaucoup plus sur le bracelet, parce que la boîte, on la voit pas énormément, mais Ouais, le bracelet me fait dire ça. ouais, Et potentiellement que je suis en train de dire n'importe quoi. en termes de finition, tout ça? Ouais, c'est ça. Ok. Eh bien, tu avais totalement faux, puisqu'à gauche, c'est une Ah Saint-Martin et à putain, droite, c'est une l'inverse. Tudor. Voilà, c'est normal. C'était aussi pour mettre en avant ce qu'étaient quand même capables de faire les Chinois. En tout cas, quand on regarde les macros, souvent, on est assez étonné sur ce genre de marque, en tout cas. Mais bon, bah, bien essayé. Alors, trouve la Rolex. Ah ouais. Ah, punaise. Waouh. Alors là, C'est dur, hein? qu'est-ce que c'est difficile. J'essaie de pas mettre 20 ans dessus. En plus, il y a même pas. Non, il n'y a pas, j'ai tout enlevé. Ah non, 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 là. Bah alors là, franchement, j'en ai pas grande idée. Je vais dire la une, sans grande conviction. Ouais, tu dirais c'est celle qui a l'air le mieux fini, peut-être. Encore une fois. Au début, je partais sur la numéro 3 Ouais. parce que c'est la plus différente de toutes, donc je me suis dit potentiellement. Je sais pas, ouais, je dirais, ouais, je vais bloquer la une histoire de pas s'éterniser. Ok. Dommage que tu sois resté donc voilà, sur ta première réponse. C'était la 3. Bien sûr, comme tu peux voir, je me suis amusé à enlever les petits éléments différenciants, hein. Ouais, Voilà, là, tu étais sur la Watch Dives, donc là, moins cher. Voilà, ok, eh bah comme quoi. la copie la moins chère, comme quoi. Non, Comme mais quoi, si tu tu vois, c'est regardes que intéressant. une partie de la montre, Non, mais encore une fois, voilà, tu regardes les macros et puis ben, c'est quand même étonnant aujourd'hui ce qu'ils sont capables de faire certains fabricants, hein. Je remets pas du tout en cause ce que font les Suisses, mais c'est vrai on pourrait s'y méprendre sur des petites photos prises de très près comme ça. Je suis vent à Rolex à gauche ou Rolex à droite. Tu vas me dire où est la Rolex. bah à gauche. Pourquoi? Je sais pas, la lunette à droite, elle me paraît bizarre. Ah mais attends, mais c'est pas le même modèle aussi. Est-ce que tu veux bloquer une réponse ou pas? Je bloque à gauche, ouais. Ouais. Eh bien bravo, voilà, encore une fois, super. Enfin tu nous trouves la bonne Enfin. réponse. Non, c'est vrai que celle de droite est un peu plus grosse, effectivement, un peu plus grossière, mais quand on regarde de près, justement, ça c'est issu d'une vidéo de Olivier bon alors sur sa chaîne Horologique, donc chaîne anglophone, où il avait fait Hmm, le comparatif de très près, hein, des macros de hmm, la version chinoise d'une Rolex, et encore une fois, il avait trouvé qu'au niveau macroscopique, c'était très bien fait, etc. Mais c'est sûr que hmm, quand on regarde au global, c'est pas hmm. exactement la même montre. Série cap ou pas cap? Ok, petit jeu de mots. Ok. Oui, la série K, pardon. Bah à droite. Sûr de toi? Tu me mets le doute, mais oui, oui. Eh bien, bien joué. C'est la deuxième fois que tu as une bonne réponse. Et à gauche, on est sur une copie chinoise, encore une fois, de la marque XDAO. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non. C'est une marque qui fait des copies, mais notamment des copies de série K. Je trouvais ça assez intéressant d'en parler parce que, voilà, aujourd'hui, les Chinois, ils vont même copier ce genre de marques qui Ouais, tu sont un peu m'apprends quelque chose, ouais. plus. Tu m'apprends Ouais. quelque chose. Je savais pas que Serica avait aussi des copies. Bah écoute, celle-ci en tout cas elle est super bien faite, mais bon bien sûr on va pas mettre en avant une copie de série K, mais c'est juste pour montrer que ça Hmm. existe. Voilà. Dans le prochain jeu, je vais te montrer une montre sans logo et tu vas devoir trouver le logo, c'est-à-dire imaginer quelle marque a pu réaliser ce modèle. Ok? Ah, ok, 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 d'accord. Ok, je Voilà, comprends. ça devrait pas être trop compliqué. Et encore une fois, je ne suis pas là pour te piéger.
Non, pas de souci. Là, pour moi, je dis c'est une Breitling, mais après, tu peux me dire que c'est une marque chinoise inconnue au bataillon. Mais pour moi, c'est Breitling. Ok, c'est une Sin. Sin, ok. Ok, bon, bah, je renvoie à la dernière vidéo qu'on avait fait avec Olivier de Chronoflexion, où on expliquait que justement, Sin avait eu les droits sur ce design-là. C'était un Mhm. contrat entre les deux marques. Et donc, à l'époque, ils ont pu développer ce genre de modèle. Et donc, voilà, c'était la petite histoire. Je suis rouillé. Non, mais c'est pas grave, Conclusion, il je faut suis le rouillé. savoir. Honnêtement, il faut le savoir. Ok, prochaine montre. Est-ce que tu vas me piéger 2 fois d'affilée? Non, ça va, c'est bon. Franchement, ce modèle, je le connais pas. Bah, du coup, je dirais Breitling aussi, hein, pour le style du truc. Ah, Mais mais t'as sûrement raison. Eh bien non, alors, je connais même pas la marque. c'est une Olek et eux Ok, aussi, ils ont eu le droit à ce brevet déposé sur le design. Donc eux aussi, ils ont eu le droit à l'époque de reproduire ce design. D'ailleurs, dans la même vidéo, des abonnés ont pu nous dire que cette montre-là existait, donc que Breitling, enfin que Sin n'étaient pas les seuls à pouvoir reproduire cette version. Donc ok. évidemment, quand on va regarder la dernière, là maintenant, tu peux me le dire, Breitling. c'est pas une Breitling. Voilà. Allez, c'est Ah, je, terminé. je précise, il y a 6-7 minutes. Non, l'objectif, c'est pas de te piéger. Incroyable, incroyable. Ah non, mais tu vois, je suis rouillé et je suis plus vraiment dans le. Bon, en fait, je suis en train d'essayer de me chercher des excuses. Non, je le connais pas. Et alors? T'inquiète, je serais aussi tombé dans le piège. Et d'ailleurs, en te préparant ce petit jeu, bah, moi aussi, je suis tombé dedans, hein, voilà, donc pas de problème. Allez, on enchaîne sur des choses un peu moins. Par contre, Rotary, c'est marrant parce que c'est une marque que j'ai vue hier pour la première fois, en fait, Ouais, en fouinant un petit peu Chrono 24, etc. Je regardais quelques Longines en ce moment et j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu Rotary qui avait des petits modèles vintage, toujours dans le vintage, mm. qui sont pas mal. Ouais, bah, c'est une marque assez historique et c'est pas déconnant d'acheter ça. Alors, c'est sûr que tu vas peut-être pas Mhm. acheter le modèle qui ressemble à la Breitling Navitimer, mais ça peut être. Ouais, c'est une marque d'aviation anglaise, je crois anglaise. Enfin voilà. Mhm. Ok. Tu vas me parler un peu de tes goûts. C'est quoi tes marques horlogères préférées? Waouh. Alors, je sais pas si j'ai une marque horlogère préférée ou des marques horlogères préférées. Par contre, bah, j'ai toujours quelques modèles en vrai sur ma liste. C'est quoi, je peux parler de modèles, je peux parler de marques, je peux parler un petit peu de style en tout cas de montres. Il y a des montres évidemment pour le symbole, etc. Une Patek Philippe Calatrava, des choses comme ça. Piaget Polo. Piaget Polo, c'est une montre exceptionnelle que j'aimerais avoir et surtout référence un petit peu, j'ai parlé de Scorsese au début, référence, si je me trompe pas, à De Niro, la montre qu'il porte à la fin dans Casino, c'est une Piaget Polo. Donc dans ce style-là. Sinon, il y a une que je veux depuis tellement longtemps en fait, c'est une Santos, mais une Santos carrée, 2961, si je dis pas de bêtises. Donc pas en galbé, mais en carré. D'accord. Je l'ai longtemps voulu en biton. J'ai vu le modèle full or, je me suis dit waouh, magnifique. Après, je crois on est aux alentours entre 22 et 24K, donc ça peut piquer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a pour l'histoire, une day date full or en 36, avec pour la rendre potentiellement un petit peu différente des autres. Donc en full or, ça m'irait déjà très bien, mais avec un cadran Onyx, ce serait sympa, tu Ok, vois. J'aime ok, beaucoup ok. ça. Et plein d'autres modèles en vrai, hein, Vacheron Constantin, des choses comme ça, je trouve ça magnifique, quoi. Ouais, donc t'aimes tout ce qui est luxe, t'aimes tout ce qui est doré, j'ai l'impression, et ce Ah qui est oui, oui, vintage. oui. Ouais, exactement, exactement. Ok. Mais avant, on savait faire du luxe classe, je trouve. Pas qu'on sait plus le Mhm. faire aujourd'hui, mais en tout cas, dans la variété de modèles qui sortaient, aujourd'hui, je trouve qu'il peut y avoir, alors pas forcément dans les maisons que j'ai citées, mais dans ce qui sort au quotidien, des choses un petit peu grossières. Et je trouve qu'avant, même, entre guillemets, même les petites marques pas trop connues, même limite un peu cheap, bah, sortaient des modèles très intéressants en termes de design, quoi. Yes. Après, c'est simplement mon goût pour le vintage. D'accord. Et bah, du coup, dans le plus récent, je vais te poser une question qui est un peu la suite de ça. Mhm. Déjà, est-ce que tu es intéressé par les micro-marques? Alors, non. Enfin, c'est peut-être une réponse un peu sèche, etc. Mais je m'y suis intéressé, bon, donc avec Orlo Co, hein, quand j'allais dedans un petit peu. Mais
c'est ça qui fait de moi, alors peut-être là je me mouille, mais c'est ça qui fait de moi pas forcément le mec parfait aussi en termes d'horlogerie. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup, et je suis conscient que c'est marketing, etc., mais j'aime beaucoup qu'on me vende une histoire en fait. Tu vois, je te Hmm. cite des modèles qui apparaissent dans des films parce que j'arrive à me recréer une histoire avec, j'arrive à avoir un certain personnage qui l'a porté. Donc, c'est pas forcément, et là je me mets à dos tous les passionnés d'horlogerie, que l'aspect technique qui va me parler sur une montre. C'est vraiment les émotions qu'elle va me procurer, ce qui va avec, qu'est-ce qu'elle va représenter pour moi aussi. Euh, il y a toutes ces choses. Alors évidemment, une micro-marque avec quelque chose qui sort un petit peu du commun ou des choses un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de voir à une certaine catégorie de prix qui rend accessible des complications. Hein. Par exemple, je pense à des tourbillons, des choses comme ça pour, entre guillemets, pas cher. Ouais, ok, ça va me parler, mais je suis beaucoup plus dans une optique de création de collection très long terme. Donc, je sais pas, j'ai envie d'avoir des pièces qui me font plaisir maintenant, qui me feront plaisir dans 40 ans et de marques en place en fait. Je suis passionné d'automobile à côté, c'est comme tu me dis, ok, tu veux, qu'est-ce que tu préfères entre la nouvelle Huawei, je crois que Huawei font des voitures, qui est super bien optionnée, etc. Donc, certes, il y a un côté technologique qui est bien et tout, c'est cool. Après, ça n'a pas trop de sens en termes de comparaison parce que c'est de l'électrique, donc ce serait comme Ouais. comparer une Apple Watch à ça. Prenons, je sais pas, les dernières 508, tu vois. Peut-être que je compare encore pas bien parce que PureTech, etc., on connaît. Mais Ouais. tu me compares ça par rapport à, je sais pas, une 580 SL, tu vois. C'est Ouais. de chez Mercedes, bah, je vais te dire 580 SL pour le mythe, pour la culture, pour l'histoire du véhicule. Donc je sais pas. Je sais que c'est un avis qui peut me mettre à dos pas mal de monde, mais je suis pas trop dans les micro-marques et je suis plus trop dans diguer un petit peu tout ce qui se fait dans les micro-marques. Je suis plus dans aller diguer les sites d'enchères et les choses comme ça pour trouver des modèles qui me plaisent, des vieilles Longines, des vieilles Zénith, des vieilles Tudor, des vieilles Rolex, des vieilles Cartier, toutes ces choses-là, quoi. Bah, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment le choc des cultures, Mm. ce que tu es en train de raconter, parce que tu viens de détruire mon mythe de 508 dont j'ai également parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Moi, je suis typiquement le genre de personne qui adore les spécifications et donc, bah, moi, Ouais. la 508, par exemple, dans le cas des voitures, ça me parle beaucoup, tu vois. Mais je comprends aussi ton point de vue et voilà, et c'est marrant, mais je suis aussi un peu comme toi. Justement, j'ai une histoire avec une montre que je suis allé chiner, une Tissot que j'ai trouvée Mm. aux enchères. Mais c'était la première montre que j'ai achetée aux enchères. Et tu vois, moi, inscrit nouvellement dans ce YouTube game, je me suis beaucoup imprégné de ce qu'ont pu dire les autres. Et dans les Mm. conseils qui sont très fréquents sur les montres à pas acheter, il y a souvent les montres vintage. Et toi, tu dis souvent le contraire. Le truc, c'est qu'on ne peut pas conseiller les gens sans avoir essayé. C'est pour ça que, écoute, moi j'ai fait le test un jour, je suis allé donc chiner Mm. une Tissot et aujourd'hui je la porte toujours et je trouve ça génial d'avoir une vieille montre. C'est une Ouais. TR50, elle est bicolore. Et Mm. voilà, écoute, j'aime bien, je trouve que ça a du charme et en plus on me fait des compliments dessus, donc très cool. Mais ça c'est un petit peu le cheat code. J'ai un peu analysé comment fonctionnaient aussi les gens dans l'horlogerie et même les gens en général, hein, ou les Ouais, gens qui ont de l'argent et qui peuvent avoir des gros modèles. Si tu as été assez curieux d'aller chercher un modèle sympa, ça peut être une Omega, etc., et ben, tu peux te faire complimenter ta montre à 300 balles par tout plein de personnes qui, eux, ont des montres à 10-15 000 balles. Maintenant, pour ouais, revenir vite fait sur la partie vintage, j'ai pas vu grand monde, en tout cas, ne pas conseiller ça, mais c'est vrai qu'on peut, on peut le déconseiller en termes de première montre et si on ne sait pas encore quel est notre profil en fait de porteur de montre, si je peux dire, parce que il peut y avoir, dans certains cas, sur certains modèles, des contraintes, on va dire faire un petit peu plus attention. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs de ouais, commencer de vivre avec une montre vintage. Je vais pas faire la vaisselle avec ma montre vintage, elle va pas dans la salle de bain, même si elle est certifiée étanche, je vais pas la mettre sous l'eau. Quand ouais. tu achètes une montre vintage, il faut toujours, en tout cas moi je pars de ce principe, avoir le prix d'une révision en tête en plus du prix de la montre. Pour la mettre en révision, il faut faire un petit peu plus d'attention. Il y a plein de choses qui vont avec, mais pour moi, pour peser dans la balance de l'autre côté,
acheter du vintage, ça m'a permis de rentrer chez Omega avec des montres à moins de 1 000 euros. Et ça, c'est magnifique parce que ça te permet d'avoir des marques qui sont dans ta tête, des symboles, des choses énormes pour des sommes qui restent très raisonnables. Alors, enfin, oui, normalement, il n'y a que des passionnés d'horlogerie ici, donc quand je dis moins de 1 000 euros, une somme raisonnable, ça devrait le faire. Mais j'aime Mais bien en fait cette possibilité de port d'entrée. Même là, avec la Tudor, tu vois, c'est cool. écoute, moi, justement, ce que je porte aujourd'hui, alors pas exactement celle-là, mais plutôt celle-là, hein, la Mm, Casio Duro Marlin, bah, c'est une montre qui rentre en même temps, en tout cas pour moi, dans le côté une histoire sympa à raconter avec mm, bah, Bill Gates qui la porte, etc. c'est ça. Et en même temps, bah, là, on est carrément pas sur moins de 1000 euros, mais moins de 100 euros. Ouais. C'est assez incroyable. Là, on peut raconter une histoire. On a un bout d'histoire au poignet. En plus, il y a aussi le côté spécification où c'est étanche de 100 mètres. Mm. Je ressors d'une plongée avec, ça a super bien fonctionné. La preuve, elle ne tourne plus, voilà, l'aiguille ne bouge plus, mais tout va bien. C'est un problème de pile. Bref, c'est du quartz. Ouais, mais oui, c'est vrai que peut-être dans ce que j'ai dit avant, j'ai pas été assez nuancé. Peut-être que le message qui peut en ressortir quand on écoute ça, bah, comme je l'ai dit, c'est il faut avoir des montres de marque luxueuse ou en tout cas assez renommées pour avoir un bout d'histoire, ce qui n'est pas le cas. Tu as 100% raison de mettre ça en avant, et d'ailleurs c'est pas ce que je voulais dire. C'est vrai qu'avoir une histoire collée à une montre ne veut pas forcément dire une marque luxueuse, quoi. Bon, bah du coup, vu que tu t'es pas mouillé sur les micro-marques, je peux pas te demander qui va devenir le prochain Rolex demain, à moins que tu aies une petite idée. Personne. Ok. Personne. Inégalable en termes d'histoire. On n'arrivera pas à refaire l'histoire. Histoire, je sais pas si c'est le terme, mais en termes d'icône, tu peux pas. C'est pour moi demain, même dans les 50 ans à venir, il y a personne qui va égaler Rolex dans ce que Rolex représente. Tu as des choses qui vont avoir le même niveau de succès, plus de succès, moins de succès dans leur catégorie, mais Rolex, ça reste Rolex. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer Rolex, il y en a beaucoup qui vont être fans de Rolex, mais Rolex, quand même, c'est en termes de puissance de marque, c'est ouf, tu vois. Autre que l'horlogerie, tout ce qu'ils font à côté, hein, dans les sponsors, le côté sportif, etc. Enfin, c'est Rolex. Yes. Et ce que ça représente aussi. C'est la montre des présidents, tu vois. Enfin, toutes les histoires qui vont avec, la traversée de la Manche. Enfin, il y a trop de choses en fait. Ça s'invente pas comme ça. Ça s'invente pas comme ça une histoire Rolex. Bah écoute, c'est intéressant vu que t'as l'air intéressé par l'histoire des montres, de l'horlogerie, etc. Ça t'arrive quand même de regarder encore des vidéos qui sont peut-être un peu plus historiques, mais ça t'arrive encore de regarder des vidéos YouTube sur des montres ou pas? Ouais, mais très rarement. Très rarement. Honnêtement, je sais pas. Il y a vraiment eu ce truc de quand j'ai arrêté. Enfin, au début, j'ai fait une pause. Et après c'est une longue pause. On va y revenir Voilà, sur tout ça. on en reparlera. Mais c'est vrai que je me suis un petit peu déconnecté de ça. Alors, je regarde quand même toujours des montres, mais je regarde plus forcément de contenu sur les montres. Ça m'arrive de temps en temps de lire un petit peu, de temps en temps, tu vois, j'ai un livre ou deux qui parle d'horlogerie, de trucs comme ça, de regarder un petit peu ce qui se fait. Mais en fait, alors non, je suis pas un acheteur compulsif, par contre, je peux vite avoir des coups de cœur sur des modèles. Donc, si je vais regarder trop de choses de montres, bah, je vais être dans une frustration monstre et me dire, ah, je vais pas encore l'acheter. Mais en fait, j'ai déjà ma liste de modèles que j'aimerais acheter qui est déjà immense. J'ai le compte bancaire qui est pas, lui, immense à hauteur de ce que j'aimerais acheter. Donc non, au quotidien, je consomme plus forcément de contenu là-dessus. J'essaie de consommer le moins de contenu possible et juste de travailler pour avoir le compte en banque qui va me permettre d'aller acheter des modèles très sympas et pourquoi pas les partager par la suite. Yes, bah, c'est marrant, j'imagine que tu dois avoir une sacrée frustration parce que je note un petit truc. J'ai regardé ta dernière vidéo sur Orlo Co. Tu parles des Omega de ville. Alors, Ouais. tu as dit que tu allais en recevoir plusieurs. Je ne sais pas exactement les modèles que tu as eu à offrir. Mais en Mm. tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait certains plans où j'ai remarqué qu'en fond, pour faire ton cadre, tu Patek. avais le petit livre Patek Philippe. Ça doit vraiment te frustrer quand tu l'ouvres et que tu regardes les montres. Ouais, c'est un enfer, hein, même. Euh, Ah, c'est un enfer, c'est un enfer. Même là, bon là, vous voyez pas dans le plan, mais il y a toujours
pour ceux qui se rappellent, il y avait une affiche de Reverso dans mes vidéos sur le mur. Bah, je suis dans un nouvel appart, mais il y a toujours l'affiche de la Reverso qui est juste là sur mon mur. Donc tous les jours, je la vois, je me dis, pas encore, pas encore. Ouais, mais ça fait des objectifs à atteindre. Ah oui, 100%, 100%. Yes. Bon, bah alors, écoute, merci pour tout ça. Parle-nous maintenant un peu plus de la fin, de pourquoi tu as arrêté, pour enchaîner un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Bon, c'est un sujet un peu plus important. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que tu as arrêté et est-ce que tu comptes revenir un jour? On va enchaîner là-dessus après. Peut-être. Alors, un sujet important. Est-ce que ça dépend pour les gens. Il y en a peut-être qui se demandent, ouais, qu'est-ce que tu deviens, où est-ce que t'es, etc. En fait, j'en avais un petit peu parlé dans la dernière vidéo que j'ai sortie, qui était censée être le renouveau de quelques vidéos au final. Oui, tu avais dit une vidéo par mois. Une vidéo par mois, je crois que ça fait quoi? Ça fait. Je suis gentil si je dis que ça fait 1 an. Ça fait 1 an, je crois qu'elle est sortie, un truc comme ça. Je crois qu'elle est sortie en décembre. Alors pourquoi? Bah, c'est toujours les mêmes raisons en fait. Les mêmes raisons, je vais pas me répéter sur le côté faire des vidéos horlogères toutes les semaines en ayant compris un petit peu ce qui faisait des vues, donc me caler sur ce qui faisait des vues. Maintenant, c'est vrai on avait fait un appel l'autre jour, on en avait discuté, et bêtement, il y a un côté financier aussi qui était un blocage pour moi à ce moment-là, dans le sens où quand j'ai lancé la chaîne, j'étais encore en études, j'avais mes activités en ligne à côté des études, plus l'horlogerie, donc il me rapportait un petit peu d'argent. Mais en termes de temps passé, de projets que moi j'ai en termes professionnels de mon côté, c'était plus forcément viable. Ce qui a fait que j'ai arrêté, que j'ai fait une pause qui était prolongée, c'était par ce fait de me faire tuer entre guillemets la passion horlogère de par devoir produire du contenu, toujours produire du contenu, et partir dans des choses qui me plaisent plus forcément juste pour avoir des stats, être en place on va dire dans cet univers horloger. Et ce qui fait que je suis pas revenu, c'est simplement que j'ai développé d'autres choses à côté, d'autres activités qui me demandent énormément de temps et qui me passionnent énormément aussi. Et donc il y a toujours ce truc de focus une chose à la fois, tu vois. Le fameux livre One Thing, tu vois, je vais là-dedans et j'envoie un gros projet en ce moment, une construction vraiment de quelque chose de solide qui, pour répondre à ta deuxième question, me permettra de revenir parce que j'ai jamais, dans ma tête, j'ai jamais stoppé Orlo & Co. C'est une pause, certes. Désolé, c'est une pause qui dure très longtemps. Mais dans ma tête, j'ai toujours l'envie de revenir, mais d'une manière totalement différente, plus du tout en créateur de contenu. Je veux plus relier ça forcément. Alors peut-être que je dis ça aujourd'hui, que ce sera pas le cas quand je reviendrai. J'aurai cette vibe créateur de contenu où je vais revenir. Mais en tout cas, la vision que j'en ai actuellement, c'est je fais ma vie entre guillemets, je fais mes projets, je développe mes projets. J'augmente ma situation tout simplement, j'augmente en termes professionnels et je reviens pour faire des vidéos avec passion quand j'en aurai envie et quand j'aurai la possibilité, le temps, etc. pour le faire. Ouais. Bah, tu as bien raison. Déjà, il faut gagner sa vie avec et en même temps, il faut que ça reste une passion. Si c'est pour subir les choses, ça sert à rien de les faire. Et aussi, je te comprends dans le fait de devoir te focus sur une chose à la fois. Ça te permet de te faire ton projet correctement et de ne pas t'éparpiller et perdre du temps. Surtout que, je crois que tu l'avais expliqué dans ta dernière vidéo, tu te retrouvais en fait à devoir faire 3 vidéos longues par semaine, des contenus à n'en plus finir short. Ça fait beaucoup, c'est difficile de tenir le rythme, donc c'est assez normal que tu te focuses sur autre chose. Il y a une possibilité de tenir le rythme, mais il faut vraiment ce feu qui est toujours là. Tu vois. Au début, je le tenais sans souci. Ouais, ça engendre plein de choses en fait. Ça engendre plein de choses. C'est possible de le tenir, mais c'est vrai que à être un petit peu partout, on est bon nulle part. Donc voici pourquoi je suis pas revenu. Mais après, je suis toujours là, je suis toujours vivant. Ça fait toujours plaisir. Je reçois encore des messages aujourd'hui. Je vois que la chaîne, depuis que j'ai arrêté, je sais pas, on a presque genre pris 6 ou 7 000 abonnés alors que je suis plus là, tu vois, c'est vraiment la chaîne qui continue à tourner, donc c'est cool, ça fait plaisir et ça plante des graines pour une aventure future, mais je suis toujours là, je suis toujours en vie. Ben voilà, c'est pour ça que je t'ai appelé, c'est parce que je suis un nostalgique de ta chaîne. Je fais partie de ces gens qui suivaient ce que tu faisais avec grand intérêt. D'ailleurs, je te l'avais dit en appel, mais ça m'a aussi permis de me lancer, tu vois, de voir ce que tu faisais. Plaisir. Et justement,
comme je suis un nostalgique de ta chaîne, eh bien, j'ai préparé un autre petit jeu. Vas-y. J'ai imaginé les futurs possibles de ta chaîne si tu revenais. Ok. Et on va ensemble regarder si c'est un truc qui te parlerait, qui te conviendrait ou pas. Alors, premier futur possible, Horlo et Commérage, voilà, une chaîne où tu racontes des potins d'horlogerie avec d'autres créateurs. Alors, on pourrait imaginer par exemple des vidéos comme Franck Sensé en couple, Révélation choc, euh, Grand Seiko copie Casio, je vous dis tout. Ou alors, elle m'aborde, je ne lui donne pas l'heure. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce futur possible? Pas certain, pas certain, pas certain. Même si ça me ferait très rire que Grand Seiko copie Casio. J'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, ce serait marrant. Mais commérage? Non, non, quand même pas, quand même pas. Ok. Prochaine idée que j'avais eue, Orlo et les copains, la première chaîne YouTube horlogère qui parle horlogerie, pastis et pétanque. Alors, ce qui me fait extrêmement rire, c'est que sur l'image avec le stop, on dirait vraiment que je suis bourré et que je suis en train d'essayer de régler l'heure sur ma montre. Donc, j'adore. C'était fait pour. Magnifique, magnifique. Ça, tu vois, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça me parlerait, tu vois. Alors, Ouais, alors on remarque j'aime que pas le l'IA a pastis. écrit pastite. Euh, on Ouais, remarque. bah ça tombe bien. Je suis pas un grand fan de pastis, mais ça, tu vois, c'est typiquement quelque chose qui me parlerait de, je sais pas, faire une sorte de, je sais pas, filmer un dîner, tu vois, un dîner avec des gens, que ce soit des potes qui sont de ma vie de tous les jours, qui sont pas sur les réseaux, ou des Ouais, gens aussi qui sont dans l'horlogerie. On fait un dîner, on a des montres, il y a des petits jeux, tu vois, comme ça peut être fait dans le divertissement. On boit ouais. un coup en même temps, du bon vin, des choses comme ça, et une sorte d'épisode, je sais pas, d'1 heure en train de kiffer autour de, à la base, le sujet d'Orlo, mais qui peut dériver à droite à gauche sur certains sujets. Ça, ouais, ça me parle. Ouais. Ok, bah super, c'était exactement l'esprit que j'imaginais, très cool. Et bon, et t'as compris qu'on est que sur du jeu de mots depuis tout à l'heure, hein, donc voilà, c'est pour te titiller. Donc bon, bah merci pour tout ça. Bah, on va revenir sur des sujets légèrement plus sérieux et plus à venir. Déjà, est-ce que avec l'expérience que tu as vécue, malgré l'expérience que tu as vécue, est-ce que tu conseillerais quand même à des nouveaux de se lancer sur YouTube et pour parler de leur passion? Alors, le malgré, il a même pas sa place dans cette question parce que Yes. c'était incroyable, c'est trop bien, ça m'a appris plein de choses. Bien sûr, lancez-vous. Même, ça peut être autre chose que l'horlogerie, hein, ça peut être autre chose que l'horlogerie. Vraiment, si vous avez une passion, que vous avez une envie de lancer quelque chose, un projet, peu importe, sur les réseaux, pas sur les réseaux, lancez-vous. Moi, j'ai l'expérience des réseaux. Ça a totalement changé ma vie. Aujourd'hui, je vis complètement de tout ça, de choses qui me passionnent aujourd'hui. On est mardi, il est 15 h, je peux faire cette émission avec toi, de par justement cette liberté, toutes ces choses-là, les compétences, les connaissances, c'est exceptionnel. Et c'est difficile. C'est difficile. Je sais que quand tu te lances, c'est extrêmement difficile parce que tu sais pas si ça va marcher, tu as plein de choses qui te viennent en tête, tu te dis ok, bah, lui il a réussi parce que X, Y, Z, il avait ça en plus que moi, il avait telle compétence en plus, il part pas du même endroit que moi. Il y a plein de doutes qui vont se mettre, il y a plein de moments aussi difficiles, si je reprends l'aspect créateur de contenu, réseau, c'est tu vas mettre ton cœur, ton âme dans une vidéo qui va pas fonctionner, tu vas mettre un peu moins sur une autre, elle va plus fonctionner. Donc tu te dis ah mais c'est pas fair play, il y a quelque chose. En fait Ouais. c'est surtout au départ. Alors après avec l'expérience c'est un peu moins imprévisible, mais surtout au départ tu as vraiment une imprévisibilité qui fait que bah si tu le fais juste pour l'argent, juste pour la fame, juste pour je sais pas quoi, bah en fait ça marchera pas parce que tu n'arriveras même pas à tenir jusque là. Ouais. Donc si vraiment vous avez une passion ou une envie de partager quelque chose, faites-le. Aujourd'hui c'est exceptionnel, les portes que ça peut ouvrir, les changements de vie que ça peut avoir, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Et justement, c'est mon métier aujourd'hui, tu vois, de parler de tout ça. Ouais. Bah, alors je reviens sur la frustration dont tu parlais. Ouais, c'est vrai que moi qui débute plutôt, enfin qui suis Mm. plutôt nouveau dans le game, hein, j'ai que une cinquantaine de vidéos à mon actif. En tout Super cool. cas avec ma tête.
Bah, c'est Mm. vrai que je commence à ressentir un peu cette frustration. Je l'ai ressenti il y a pas longtemps parce que j'ai fait un gros score sur une vidéo sélection Ouais. qui était pas où je prévoyais pas grand-chose. Je l'ai un peu faite à la va-vite et à côté j'ai mis tout mon cœur dans une vidéo sur Oris qui a pas forcément Mm. aussi bien marché où je suis allé chercher des informations exclusives Mm. dont les autres n'avaient pas parlé, etc. C'est vrai que ça peut être frustrant, mais c'est le jeu. Et d'ailleurs j'ai l'impression que gérer une chaîne YouTube, c'est un peu comme gérer une entreprise finalement. Bon, alors je dirais quand même c'est un peu moins compliqué. Ouais. Je dirais que c'est un peu moins compliqué. Ça dépend dans quelle perspective tu gères ta chaîne YouTube. Ça dépend si tu es en full passion. Est-ce que derrière, tu as une ambition monétaire, financière derrière, c'est-à-dire simplement de pouvoir en vivre, hein. Pas que ta chaîne YouTube devienne un passe-temps. Donc déjà là, tu as un petit peu plus de pression qui va se mettre, évidemment, en fonction de ce que tu vas faire, les deals que tu vas pouvoir négocier, les produits que tu vas pouvoir vendre potentiellement. Ouais. Ou alors, est-ce que ta chaîne YouTube, c'est purement business et dans ce cas, ouais, ça peut être un niveau de pression différent. Mais ce qui a marché et ce qui continue de marcher pour moi, c'est vraiment de prendre énormément de plaisir à faire la vidéo. Alors évidemment, hein, je dis ça, il y a toujours des moments où c'est un peu plus chiant, il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Mais en tout cas, avoir du plaisir à faire la vidéo, que ce soit dans les recherches, dans le tournage, dans le montage. Et une fois qu'elle est postée, en fait, passer à la suivante. Ça que j'aimais bien en vrai dans quand même le rythme d'une vidéo par semaine, c'est que je la postais, peu importe les stats qu'elle allait faire, j'étais déjà hype par la prochaine vidéo Ouais. sur laquelle j'étais en train de bosser. Et du coup, j'oubliais en fait, j'oubliais les stats qui pouvaient être bonnes, mauvaises, etc. C'était pas forcément le plus important. Ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment volume, qualité, et ce que toi tu mets dedans, pas ce que tu vas en ressortir. C'est tes actions et pas ce qui va en ressortir. C'est peut-être un côté un petit peu plus... on part en mode gourou dev perso, etc. Mais c'est en tout cas mon expérience vis-à-vis des réseaux et c'est ce qui fonctionne en termes de Ouais. vision des choses. Bah, on dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est vrai Mm. que garder ce rythme d'une fois par semaine, ça te permet d'éviter d'être trop dans l'optimisation, de vouloir faire la vidéo parfaite, parce qu'à Mm. chaque fois que tu passes du temps à optimiser, tu y mets peut-être un peu trop de cœur, un peu trop d'âme, et à la fin, Ouais. t'es pas concentré sur la suite. Et il vaut mieux te dire que tu mets des billes dans plein de projets en tout cas dans plein de projets de création de contenu, Mm. jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fonctionne suffisamment, plutôt que te perdre à chaque fois tout y mettre et Ouais. que tu sois déçu. Ouais, faut toujours garder un petit peu, mais j'aime bien quand même mettre tout l'effort possible sans tomber dans le perfectionnisme. Ce que je veux dire, c'est que je mettais tout l'effort possible sur chaque vidéo. Donc chaque vidéo, j'avais envie d'avoir une progression, mais sans tomber dans le perfectionnisme qui me fait que je vais pas la sortir. Donc je mettais tout l'effort possible avec une deadline. Et c'est très différent de tout l'effort possible sans deadline. Parce que là, tout l'effort possible, bah, il a quand même une limite. Donc comme ça te fait sortir. Mais par contre, je suis quand même d'avis, et c'est ma façon, j'ai testé plein d'autres choses hein, sur d'autres chaînes, du contenu plus simple à faire, on va dire, où je me casse moins la tête. Et c'est pas du contenu qui me parle, tu vois. Genre, là, au moment où on est en train de parler, donc j'ai une autre chaîne qui est simplement mon nom et mon prénom, où je parle de YouTube et comment développer des chaînes YouTube pour des business. Et là, je suis en train de bosser sur une vidéo d'un entrepreneur, Marvin Ndiaye, qui a cassé Instagram. Et je dis ça, et la vidéo, je sais pas, je dois être à 25 heures, peut-être bientôt 30 heures de taf dessus, tu vois. Et je sais pas, c'est des choses qui me font kiffer, et c'est ça que j'aime dans la création de contenu, c'est laisser un petit bout de moi en fait à l'intérieur, tu vois, limite de mon âme, des heures devant le PC à faire des petits détails, tu vois, ça peut être des moments où il y a un texte qui va s'afficher, il y a la musique qui en anglais va faire une référence. C'est des trucs que personne ne voit, mais que moi j'adore faire. Ouais, bah, ça tombe bien, j'allais te demander combien de temps tu passes sur tes montages et même sur la préparation des vidéos. Mm. Et bon, ben, entre créateurs de contenu, on se sait, en général, même si tu as une deadline, tu sais jamais vraiment combien de temps ça va te prendre à chaque fois que tu fais une vidéo. Bah si, c'est quand même quelque chose de très prévisible en fait. Une fois que tu as ton process qui est en place de création de contenu, je reprends l'exemple de Orlo & Co, parce qu'on est là pour ça quand même. Quand j'écrivais mon script, alors oui, le script, il pouvait être plus ou moins long. C'est là où, en vrai, je pouvais avoir le plus, entre guillemets, de variation en termes de timing pour les recherches, etc. Et après, je savais, par exemple, entre 4 et 6 pages de script, que ça allait me faire une vidéo entre 10 et 16 minutes. Je savais que mon dérush allait me prendre tant de temps. Je savais que aller chercher les photos pour illustrer, ça allait me prendre tant de temps, etc., etc. Donc, non, en vrai, j'ai quand même quelque chose
de prévisible. Aujourd'hui, c'est différent parce que c'est des types de contenus différents qui sont des analyses de personnalité, on parle de plein de choses différentes, etc. Donc c'est pour ça que ça peut paraître que c'est un peu plus long. Mais pour l'horlo, en tout cas, par exemple, si je te fais un classement des 20 montres, bah, je sais que j'en refais un. La durée de production, elle va être du pareil au même, quoi. Ok. Bah, c'est intéressant d'avoir ton retour justement de quelqu'un qui a de l'expérience dans dans le nombre de vidéos que tu as pu faire, parce que Mm. justement, tu vois, moi, j'ai pas encore ce process, malgré quand même 2 ans de travail dans le montage pour un autre YouTuber. Mm. Et c'est peut-être aussi l'éparpillement du côté créatif qui fait que moi, j'arrive jamais à m'arrêter. Mais Mm. c'est intéressant de voir qu'il y en a qui arrivent quand même à se mettre une limite et à savoir combien de temps ça peut prendre. Et franchement, Mm. ça, c'est une perspective d'évolution pour moi. Je m'inspire, j'aimerais beaucoup m'inspirer de ce que tu fais et arriver à pouvoir timer tout ça parce que sinon, c'est pas vivable. Après, n'enlève jamais cette partie créativité. Mais garde-la à 20%, pas à 100%. 20%, tu te permets 20% de faire des choses, de tester de nouvelles choses. C'est comme ça que tu t'améliores, hein, en montage, en storytelling et toutes ces choses-là. Et c'est important pour garder cette flamme de créer quelque chose qui te plaît et pas juste être en robot, tu fais la même chose que tu as fait dans toutes les vidéos. Parce que là, tu perds vraiment le feu de ça. En tout cas, si tu aimes un minimum le montage vidéo et la vidéo en général, garde cette partie créativité, mais aie quand même une réflexion de ce qui va être totalement inutile, entre guillemets, à faire, quoi. Tu nous as parlé un peu donc de ton autre chaîne avec ton nom et ton prénom. Est-ce que justement tu peux nous parler vite fait, est-ce que on peut aborder tes projets actuels et où te suivre maintenant? Alors oui, il n'y a pas de souci. Mon projet actuel, c'est principalement devenu plus ennuyant que l'horlogerie, on va dire, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue contenu, etc. C'est tout simplement, aujourd'hui, j'accompagne des boîtes, donc des entrepreneurs déjà bien développés, à justement utiliser YouTube dans leur développement, dans la construction de quelque chose de périn, de long terme, etc. Et, et d'augmenter tout simplement, que ce soit leur image de marque, leur chiffre d'affaires, la longévité, la prédiction, enfin la prédictabilité que tu vas pouvoir avoir sur certains chiffres d'affaires, des choses comme ça. Donc c'est un peu plus de l'aspect entrepreneurial. Donc ouais, voilà, c'est ça. C'est simplement Paul Fromont, on peut me suivre là-dessus. Il y a des vidéos qui sont un peu moins ennuyantes sur la chaîne YouTube quand même, mais je reste quand même dans cet aspect un peu. Il y a des mots compliqués, il y a des choses. C'est pas des vidéos grand public, c'est pas du tout des vidéos grand public, c'est pas l'objectif. C'est des vidéos purement pour les gens à qui je m'adresse. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Et pour ça, tu as recréé une chaîne YouTube, donc quelque part, tu Ouais. recommences une aventure. Est-ce que tu as cette petite excitation du début encore, de recommencer un projet quand même? Ouais, carrément, j'adore à chaque fois relancer des projets. En fait, j'aime bien les 3 premiers jours. Après, je me dis, Pouah, c'est dur quand même, ça prend du temps. Ce que j'arrivais à faire en termes de stats, tout truc comme ça sur mon autre chaîne, j'y suis pas, etc. Mais j'aime bien toujours ce développement. Et c'est quelque chose que je retrouve énormément dans l'entrepreneuriat. T'es- T'arriveras jamais à ta limite et c'est quelque chose qui te pousse à être dans le développement sur plein d'aspects de ta vie, que ce soit spirituel, que ce soit, encore une fois, storytelling, comment parler, comment structurer des choses, comment comprendre la fiscalité française qui marche pas, la vente, les trucs. Il y a tellement de sous-domaines à tout ça et c'est ça qui me passionne. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il va falloir que je calme de temps en temps mon addiction à vouloir recommencer des trucs à zéro à chaque fois, parce qu'à chaque fois, je repars de zéro sur un autre truc. Ouais, non, Et parce que sinon sur YouTube, après, on va voir que ta tête et en fait, tu vas avoir tu vas avoir des dizaines de chaînes, hein. On va te voir partout. c'est ça. Après, là, la chaîne Paul Fromont, du coup, elle s'appelle Paul Fromont, comme moi je m'appelle. Donc, si elle est amenée à changer un jour et peut-être être un peu moins niche, business, etc., ça restera quand même moi, en fait. Là, Ouais. tu vois, jusqu'à présent, j'avais toujours des pseudos des personnages, on va dire, même si c'était moi, hein, mais quelque chose, quand même, une sorte d'alter ego qui camouflait ma timidité et le fait de pas être à l'aise à la caméra, etc., de jouer quelque chose de différent. Aujourd'hui, c'est mon nom, mon prénom, c'est moi, c'est qui je Hmm. suis, qu'est-ce que je fais vraiment dans ma vie au quotidien. Et donc, non, normalement, il y aura plus de choses à droite, à gauche, dans tous les sens, quoi. Ok, donc tu construis sur ton image et bon, mais si jamais un jour il y a une passion qui arrive, on sait pas n'importe quoi, je sais pas Je la partagerai.
Le curling, voilà, bah, on verra Paul Fromont curling. Voilà. Exactement, des bons lancers comme ça. Ouais, Super, en plus, exactement, c'est de rigueur en ce exactement. moment. Donc, pour finir, est-ce que tu as un petit message à faire passer avant qu'on arrête ce petit échange? Alors un message à faire passer, un message. Bah merci déjà à toi pour l'invitation. Continue ce que tu fais, franchement trop stylé. Ne Merci. te laisse pas effrayer par tout ce que peut être le développement d'une chaîne YouTube. Je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur de temps en temps. Tu t'en sors déjà bien, tu as déjà des bons résultats. Donc message pour toi, continue. Et franchement c'est très cool. Il y a de belles choses à faire là-dedans. Message pour ceux qui se posent la question et qui me posent la question de temps en temps. Je vois des commentaires encore de temps en temps, hein, mais il est où, etc. Bah, merci à vous. Franchement, ça fait plaisir de voir que on pense encore à moi de temps en temps. Il y a des gens qui font attention à moi. Et message plus général, moi je sais pas, faites ce qui vous fait plaisir. Si vous avez des projets à lancer, ça, je suis pas un donneur de leçons ou je sais quoi, mais si vous voulez lancer des trucs, lancez des trucs. Si j'ai pas de message en particulier, juste kiffer. Si vous aimez pas ce que vous faites, arrêtez, faites autre chose. Alors c'est idéaliste, etc. Mais on a toujours un choix à un moment ou à un autre. Donc faites ce qui vous fait vibrer. Dans tous les cas, vous allez kiffer votre vie de plus en plus. Il y aura des moments difficiles, il y aura des moments plus faciles, mais juste faire ce qu'on aime, pas lâcher les choses qui nous tiennent à cœur et prendre du plaisir, simplement. Mais sinon, j'ai pas de message philosophique en particulier à vous faire passer. Si vous avez envie de vous servir de YouTube pour développer votre business, n'hésitez pas à aller suivre ce qu'il fait actuellement. Je te remercie beaucoup de m'avoir de m'avoir accordé du temps. Avec grand Je te plaisir. remercie aussi de m'avoir donné la flamme et l'envie de me lancer. Et Bah, merci à toi, j'espère. ça t'es fou, c'est magnifique, ça c'est la chose que j'ai le plus aimé sur Orlo Co, c'est tous les gens, même les jeunes, les très jeunes qui me disent ah j'ai regardé tes vidéos, je me suis acheté une première montre, je me suis lancé là-dedans, je suis parti en études d'horlogerie à la toute petite échelle que j'avais, il y a quand même eu ce genre d'impact et ça me rend heureux, donc merci à toi, merci à toi. Ouais, et ben, tu vois, et même à la mienne, hein, à 2000, à 2800 et quelques abonnés, eh ben, j'ai plein de gens qui me disent j'ai acheté ça ou je me suis un peu plus intéressé, etc. Et ça, c'est genre la plus belle récompense qu'on puisse Mais avoir. voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est une transition parfaite avec mon manque de philosophie là, juste avant. Ouais, C'est ne regardez pas les chiffres quand tu as envie de partager quelque chose, purement réseau social là. Hein. Mais quand tu as envie de partager quelque chose, on a trop normalisé les millions de vues, les dizaines de millions de vues, les millions d'abonnés, tout ça, on a trop normalisé ces gros chiffres. Imaginez juste 50 personnes dans une pièce en face de vous, la plupart auraient du mal à parler et à être à l'aise. Donc faire 50 vues sur une vidéo, c'est déjà potentiellement 50 personnes de toucher. Donc peu importe le sujet, peu importe le nombre de vues, le nombre de personnes qui regardent, partagez parce que une vue, ça reste quand même une personne, en ouais. principe. Ben écoute, merci Paul pour cette super vidéo et j'espère qu'on se reverra dans une prochaine, un de ces jours, qui sait. Un de ces quatre, pourquoi pas. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes. Ok. Abonnez-vous à Bouton Rouge. Et à la prochaine. Salut.